introduire Laurent Michel, qui va nous relater l'expérience d'un XAPA parisien. Et après, on aura l'expérience d'un XAPA provincial. Merci, Laurent. Ça marche pas? Si? Ok. Bonjour à tous. Donc, c'est avec plaisir que je viens vous parler un peu de mon expérience de XAPA à Paris et que je remercie le laboratoire Gilead pour cette invitation. À titre de conflit d'intérêt, je précise que je ne suis pas rémunéré pour cette intervention. Donc moi, je vais vous parler de mon expérience en XAPA, de ce que ça a changé, le fait de prendre en compte l'hépatite C dans notre logique et dans notre dynamique de prise en charge dans le XAPA. Alors, donc juste d'abord peut-être un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que les XAPA. Tout le monde ne travaille pas forcément en XAPA. Même en XAPA, on ne sait pas toujours exactement ce qu'il en est du fonctionnement des XAPA. Donc en France, en pratique, il y en a actuellement quasiment 500 sur l'ensemble du territoire, qui peuvent être ambulatoires ou résidentiels, le plus souvent associatifs, mais quand même presque 40% hospitaliers, et qui ont pour particularité de permettre une gratuité des soins et une possibilité d'anonymat, ce qui est non négligeable pour évidemment un certain nombre d'usagers avec un financement ARS. La file active sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des XAPA qui répondent aux enquêtes qui sont formulées chaque année, c'est 308 000 personnes, ce qui est quand même beaucoup, correspondant à l'ensemble. On va décrire un peu quelle est la population qui fréquente les XAPA, mais avec une file active médiane qui est de 700 personnes par XAPA, avec évidemment une surreprésentation des conduites addictives sévères et des comorbidités psychiatriques. Il faut avoir en tête que beaucoup de gens gèrent d'eux-mêmes leurs conduites addictives et n'ont pas besoin d'avoir recours à un professionnel. Ceux qui ont un peu plus de difficultés, très souvent, sont en contact avec, règlent le problème avec leur médecin de famille, leur médecin traitant, par un circuit de premier recours. Et c'est quand vraiment il y a des difficultés qui sont le plus souvent associées aux comorbidités qu'ils ont recours au XAPA. Alors, juste pour vous donner une idée pour le XAPA Pierre-Nicole, donc qui est situé à Paris dans le 5e arrondissement, avec une antenne aussi dans le 11e, on a une file active d'environ 2000 personnes par an. Le profil, ça reproduit à peu près assez fidèlement ce qu'on peut observer au niveau national, peut-être un peu moins de problématiques alcool motivant la prise en charge qu'au niveau national, un peu moins de cannabis, pareil pour les opiacés, plus de cocaïne et de crack, c'est peut-être une particularité de l'Île-de-France, des addictions sans produit et le tabac. Alors, l'injection, elle était plus fréquente, elle l'est moins maintenant. Je pense qu'il y a des changements dans les profils de population consommatrice qui expliquent un peu cela. Tant mieux, puisque c'est ce qui expose le plus au VIH et au VHC. Alors, sur toujours ces mêmes enquêtes de l'OFDT, sur l'ensemble de la file active des XAPA ayant répondu, donc c'est quand même une grande majorité. Ce qu'il faut noter quand même, si on parle du dépistage de l'hépatite C, c'est qu'il y a eu 23 000 dépistages gratuits en 2016 qui ont été effectués. Si vous le rapportez à l'ensemble de la population des usagers, ça veut dire moins de 10% de la population des XAPA. Quand on sait aussi la difficulté à envoyer les patients en labo de ville pour faire les prélèvements, on peut supposer qu'on peut travailler plus sur la question du dépistage, en sachant que si on n'a pas de données directes dans les enquêtes XAPA sur la prévalence du VHC, on a les données Coquelicot qui donnent une idée sur la prévalence dans la population, mais en sachant que cette prévalence de 44%, elle est chez les usagers ayant sniffé ou injecté au moins une fois dans la vie. Quand on sait la proportion d'usagers venant consulter pour un problème d'alcool, on comprend que la prévalence est sans doute moins élevée, ce qu'on observe globalement dans les XAPA. Alors, si on regarde en ce qui concerne l'hépatite C, pour les chiffres en 2016, on voit que c'est une des causes de mortalité qui reste croissante. C'est une maladie d'évolution lente et pour lesquelles il y a encore des choses à faire, alors que sur le VIH, tuberculose et paludisme, on est plutôt sur une tendance à la baisse, avec une estimation de 120 000 patients qui restent à traiter, dont plus de la moitié, ça c'était en 2016, ne sont pas dépistés. En 2018, vous le savez, le ministère de la Santé a proposé qu'on aille vers l'élimination de l'hépatite C.
et que, avec les chiffres qu'on a par les baromètres, notamment de SOS Hépatite, récemment, sur les chiffres les plus récents, environ quasiment 100 000 personnes à traiter, dont 75 000 qui ne connaîtraient pas encore leur statut. Donc il y a encore un travail qui était effectivement à faire à ce niveau-là. Alors, si on estime le nombre de malades par groupe à risque, on voit que les usagers de drogue restent très bien situés par rapport à la population qu'il faut encore atteindre pour pouvoir être dans cette logique d'élimination. Donc là, vous voyez que ça représente 25% des personnes, et évidemment, parmi eux, c'est surtout les usagers injecteurs, avec une estimation de 43 860 personnes qui seraient concernées, donc c'est important. Si on suit les recommandations de la FEF, on a un circuit qui maintenant est largement simplifié et avec les antiviraux directs permet de prescrire, sans avoir immédiatement recours à un hépatologue, les traitements de l'hépatite C, hormis des situations de comorbidité ou maladie hépatique sévère, auquel cas on peut initier les traitements dans un circuit simplifié, parcours simplifié, et qui est accessible absolument donc à tous les XAPA. Qu'est-ce qu'il en est en pratique? Moi, si je parle de mon expérience en XAPA, si on reprend la cascade de soins hépatite C classique, sur les sujets VHC, donc on l'a vu, on estime qu'il y a environ 47 000 usagers de drogue et non usagers de drogue avec un ARN VHC. Donc la première étape, bien sûr, c'est la connaissance du statut. Là, je pense qu'on peut encore, même si on s'est dynamisé, on peut encore améliorer les choses. Si on suit les recommandations d'un dépistage tous les ans pour les personnes usagères de drogue et un renouvellement tous les 6 mois pour les plus à risque, on n'y est pas, alors qu'on a des outils quand même qui maintenant, à travers soit le dépistage répété, soit les TROD, soit le GeneXpert, soit les buvards, on peut développer pas mal de choses. Donc nous, on a mis en place de faire des TROD, alors soit sur des journées, j'y reviendrai après, soit dans des cas particuliers quand il y a une demande ou une notion d'exposition. Mais je pense qu'on reste toujours dans l'oubli de proposer systématiquement aux patients, et je pense que là, on peut encore améliorer les choses. Sur l'éligibilité au traitement, c'est pareil. Donc on a vu quelles sont les recommandations de la FEF. Il faut pouvoir au moins faire un bilan sanguin simple et prévoir une évaluation de la sévérité de la fibrose. Donc là, le fibroscan ou des tests sanguins peuvent permettre de faire avancer les choses. Évidemment, ça a été un obstacle pendant un bon bout de temps et ça a fait baisser les bras pendant un certain temps dans la suite logique de toutes les choses à répéter pour arriver au traitement. Le traitement, avec l'élargissement de l'accès aux antiviraux, la question se pose beaucoup moins et c'est beaucoup plus simple. Après, il y a quelques inquiétudes, quelques freins à lever sur les pratiques des soignants ou des prescripteurs, mais les choses avancent. Sur la guérison, l'aide à l'observance, on a une particularité quand même en XAPA, c'est qu'on est habitué à accompagner les patients en termes d'observance sur les traitements de substitution, méthadone, buprenorphine, mais aussi très souvent avec les comorbidités psychiatriques sur les traitements psychotropes. Et là, on peut effectivement, on a une expérience à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui pose le plus de problèmes. Sur la question de la recontamination, là, de la même manière, les TROD ne suffisent pas. Il faut pouvoir avoir des interventions de prévention, bien sûr, à travers la RDR, mais aussi qui permettent de repérer l'ARN viral, donc avec le GeneXpert ou des buvards qui permettent aussi de repérer ceux qui auraient pu potentiellement se recontaminer, même si ce n'est pas les cas les plus fréquents. Alors, nous, ce qu'on a mis en place depuis un certain nombre d'années, donc c'est un travail interassociatif, notamment avec Gaïa, qui est donc depuis de nombreuses années intervient dans différentes structures avec Fibroscan, des actions de prévention et d'information, TROD, mais aussi depuis un certain temps Buvard. Donc pour Pierre-Nicole, ça fait un certain nombre d'années, on a enrichi ça. Initialement, c'était sur un seul des sites ambulatoires, celui qui était le plus fréquenté. On l'a développé aussi sur le site résidentiel, du centre thérapeutique résidentiel.
Et ensuite, dans le deuxième site ambulatoire, même s'il y a beaucoup moins d'usagers de drogues illicites, beaucoup plus de problématiques alcool, on a eu des surprises dans cette population à travers le fait d'organiser des journées de dépistage. Alors, je trouve que la chose intéressante, c'est que les patients se sont largement appropriés cet espace. Les soignants sont très peu impliqués finalement, notre équipe là-dedans. C'est Gaïa qui intervient, qui fait son business avec les patients, et certains patients n'ont pas forcément envie que l'équipe soit informée des résultats de l'ensemble des examens. C'est vraiment un espace qu'ils ont investi et sur lequel ils reviennent presque pour voir le bénéfice de leur traitement et de leur prise en charge. Donc c'est vraiment un espace, c'est un examen simple, facile à faire pour le FibroScan, qui est vraiment bénéfique pour ces patients. Et donc même chez les patients qui sont hors hépatite C, pour le suivi, quand il y a eu des problématiques d'alcool, de l'amélioration des scores qu'ils obtiennent aussi. On a aussi adhéré à cette logique initiée par SOS Hépatite aussi, de Moxapa sans hépatite, avec un certain nombre de mesures proposées pour essayer d'atteindre cet objectif assez vite d'élimination de l'hépatite C. Donc je ne vous les détaille pas, mais nous, ça a été, je dirais que déjà globalement, l'hépatite C, surtout déjà avec l'interféron, mais c'était très compliqué, c'était un traitement difficile, long. Avec les antiviraux directs, c'est devenu, avec une telle efficacité, réellement quelque chose qui a changé l'appréhension des problèmes somatiques chez un certain nombre de patients, et une manière assez simple pour eux de solder un passé d'usagers en se dépistant, en s'évaluant et en se traitant rapidement. Je trouve que ça a vraiment créé une dynamique intéressante, et que cette dynamique de XAPA sans hépatite, qui suppose une mobilisation institutionnelle aussi, parce que ce n'est pas juste mettre des outils à disposition, c'est aussi mobiliser l'ensemble des professionnels pour qu'ils se mobilisent autour de ça. Je dirais que ça a bien fonctionné et ça continue encore de se développer. C'est-à-dire qu'on est encore dans la réflexion de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. On avait déjà depuis un certain temps un médecin addictologue qui est généraliste de formation, qui avait investi les aspects de traitement, donc Anne-Béatrice Junière, les aspects de traitement de l'hépatite C, du VIH, et qui travaillait beaucoup en lien avec les consultations proches de l'hôpital Cochin, de la Pitié-Salpêtrière. Mais le paradoxe, c'est que c'est depuis qu'on adhère à cette logique Moxapa sans hépatite qu'on a l'intervention d'un hépatologue sur site, alors qu'on aurait pu penser que ça serait l'inverse, puisqu'on aurait moins besoin de l'hépatologue. C'est finalement à partir de là qu'on a un hépatologue qui est intervenu pour régler ce qu'on a identifié comme les situations les plus compliquées et qu'on n'arriverait jamais à résoudre sinon, parce que de toute façon, ils refusent d'aller à l'hôpital, et que là, le fait d'avoir un accès facilité au traitement pointe plus facilement vraiment les situations qui sont les plus complexes. Donc c'est un changement de philosophie, de stratégie qui est intéressant. Alors, on s'est rapproché du centre expert, du service expert de Cochin, donc avec une rencontre dans une optique d'élimination, pour mieux se connaître évidemment, même si on se connaissait déjà, pour voir comment simplifier et fluidifier les étapes avec un numéro unique, un correspondant unique, un accès de toute façon au FibroScan. Il y a une consultation FibroScan sans rendez-vous qui est faite tous les matins, ce qui simplifie bien sûr les choses, mais malgré tout, des patients refusent, même s'il y a quasiment que la rue à traverser, d'aller à l'hôpital pour faire ces examens. Une consultation sur site par l'hépatologue pour les cas les plus compliqués, et la mise en place d'une stratégie pour le dépistage qu'on essaie d'optimiser avec, on va essayer de mettre en place, ça fait un petit moment qu'on en parle, on ne l'a pas encore fait, mais de mettre une alerte sur les dossiers médicaux électroniques pour que, quand au-delà d'une certaine durée, il n'y ait pas eu de dépistage, on puisse le renouveler. Alors, ce qui est aussi, c'est évidemment former les professionnels, et pas uniquement les médecins ou les infirmières, mais d'autres qui pourraient être désireux de se former à ces outils, au TROD, au FibroScan, faire la démarche pour acquérir aussi FibroScan et GeneXpert qui permettent vraiment d'être dans la logique test and treat et de pouvoir shunter les étapes. Sensibilisation de l'ensemble des professionnels, certes sur le dossier informatique patient, je vous en ai parlé. Reste aussi, ça pas référent pour les détenus domiciliés à Paris de Fleury-Mérogis, la question de la prison, où je pense que là, il reste un terrain encore ouvert où on peut, même si beaucoup de choses maintenant s'initient en termes de traitement en prison, quand les durées d'incarcération sont très brèves, parfois les équipes de soins renoncent à les initier pendant l'incarcération, de
peur d'une rupture de continuité. Donc je pense que là, on peut s'articuler et essayer d'améliorer les choses. Globalement, donc je dirais que c'est l'intérêt de la chose, c'est que ça soit vraiment une mobilisation institutionnelle et que ça peut vraiment fonctionner dans les équipes. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent. On va enchaîner. Je ne savais pas que la prison était un terrain ouvert, mais je suis content de l'apprendre. On va enchaîner sur une autre expérience d'un autre XAPA, le XAPA de Douarnenez. Yann va nous le présenter. Alors j'ai vu dans l'historique, et je te fais quand même ce pied de nez là, c'est que j'ai venu dans votre structure, vient d'une structure qui s'appelait Speed, oui. Et il n'y a pas de raison d'être Speed, tu as tout le temps qu'il faut. D'accord, merci. Bonjour, moi je suis Yann Brorek, je suis un infirmier au XAPA de Lorient et au CARUD. Alors c'est la première fois que j'interviens comme ça en tant qu'orateur, donc je vais vous demander de l'indulgence. Mais en tout cas, je suis content et ravi de partager mon expérience et mon travail. Je suis également référent infirmier pour l'hépatite C pour la région Bretagne. Je vais vous présenter en fait comment notre XAPA participe à l'élimination de l'hépatite C, d'abord au sein de notre structure, puis en s'investissant dans un projet régional en pilotant une expérimentation. Alors, c'est un projet qui s'inscrit pour nous dans une politique de réduction des risques aussi pour nos usagers. C'est avant 2018, au sein de notre XAPA, il n'y avait pas de prise en charge ou peu de prise en charge des hépatites C. Donc, c'est une prise de conscience récente, mais véritable, avec un investissement de toute l'équipe. Mes liens d'intérêt. Alors, l'historique de notre XAPA. Donc, Douarnenez est une association, ça veut dire Terre Nouvelle en breton. Et l'association Douarnenez est née de la fusion de deux associations, le Centre de cure ambulatoire en alcoolologie et l'association SPEED en 2003. En 2009, nous avons eu l'agrément XAPA, nous avons débuté les TROD en 2018, donc c'est très récent, et en 2019, depuis avril 2019, une expérimentation de guichet unique hépato en XAPA, que je vais détailler par la suite. Alors, nos XAPA sont présents sur tout le département, comme vous pouvez le voir sur la carte. Il y a 4 XAPA plus une antenne, un CARUD qui sillonne tout le département en camping-car, où on fait de la réduction des risques, bien sûr, et 50 professionnels classiques, hein, j'allais dire, à tous les XAPA, addictologues, infirmiers, éducateurs, etc. Alors, notre XAPA aujourd'hui, enfin nos XAPA, nos 4 XAPA, c'est quand même une file active de 4700 patients sur tout le département du Morbihan. Nous avons des actions communes à tous les XAPA, hein, je ne vais pas tous les détailler. C'est la prise en charge de toutes les addictions avec ou sans produit. Simplement, les particularités, bien sûr, c'est le guichet unique hépatopathie que je vais détailler par la suite. Aussi la consultation VAP avec la dispensation de cigarettes électroniques. Et puis la RDR à distance avec l'envoi postal de matériel sur toute la région Bretagne. Alors, un XAPA sans hépatite C, nous devions faire mieux. Le dépistage qui était fait à Douarnenez était un dépistage classique avant 2018, c'est-à-dire par prise de sang, le médecin proposait, donnait des prescriptions pour des bilans. Il y avait peu de retours, peu de patients se rendaient au laboratoire. Finalement, nous n'avions pas trop d'idées des sérologies des patients, donc on s'est dit qu'il fallait faire mieux. Les consultations hépatologues à l'hôpital n'étaient pas honorées. Alors l'hôpital de Lorient, c'est une sorte de labyrinthe avec plusieurs étapes. Il faut passer par plusieurs bureaux avant d'accéder aux médecins. Donc pour nos patients déjà fragiles, en ajoutant en plus l'appréhension d'un éventuel diagnostic ou d'une annonce, on s'est rendu compte que peu s'y rendaient. Et puis on s'est quand même appuyé sur la circulaire DGS de 2008 qui stipule que la prise en charge en XAPA doit rechercher les comorbidités somatiques. Alors nous avons aussi des points forts, hein, puisque nous avons un vrai investissement de l'équipe, une envie de toute l'équipe de Douarnenez. Nous avons eu la formation TROD qui est venue finalement solidifier aussi cette envie en 2017. Il y a des traitements efficaces, de durée courte, avec peu ou pas d'effets secondaires.
Et puis, nous avons des hépatologues dans le département, même dans la région, motivés, référents. Et puis l'ARS, l'Agence régionale de santé, là je voudrais souligner leur rôle qui rapidement s'est engagé, a décidé de financer et piloter un projet expérimental qui est le dépistage et prise en charge des hépatopathies en XAPA. L'ARS Bretagne a souhaité également que ce ne soit pas seulement le dépistage des hépatites C, mais aussi le dépistage des fibroses alcool. Donc dépistage précoce des fibroses alcool en s'appuyant sur l'outil FibroScan. Alors l'expérimentation devait durer 6 mois, elle a débuté en avril, elle vient d'être reconduite pour 6 mois supplémentaires là, en septembre. Il s'agit d'un guichet unique qui concerne 5 XAPA sur la région Bretagne, le XAPA de Lorient dont je fais partie, Ploërmel, le XAPA de Quimperlé, Lannion et Saint-Brieuc. Et puis l'ARS nous a donné des moyens en nous octroyant la location de 4 FibroScan mobiles. Donc il y en a un que moi à Lorient je partage avec l'équipe de Quimperlé qui est proche. L'ARS nous a octroyé du temps aussi aux infirmiers, aux médecins addictologues. Les équipes ont été formées par les hépatologues référents avec l'accord et la validation du centre expert de Rennes sur les maladies du foie. Nous avons été formés à l'utilisation du FibroScan. Et puis, nous avons eu aussi un financement pour pouvoir permettre des consultations des pathologues au sein de nos XAPA. Alors voilà un peu comment ça s'est déroulé. En décembre 2018, nous avons identifié les professionnels référents, puis nous avons formalisé les liens avec les structures partenaires. Ensuite, moi, plusieurs fois, je me suis rendu dans chaque XAPA d'abord pour présenter aux équipes le projet de cette consultation de guichet unique, et puis aussi pour voir quels pouvaient être les freins. Les équipes avaient peur que ce soit une charge supplémentaire de travail, qu'il n'y ait pas de locaux adaptés. Il y avait des freins aussi de faire rentrer, j'allais dire, du corps et du somatique dans les XAPA. Pour certaines équipes soignantes, pour certaines infirmières, c'était compliqué. Elles disaient que c'était pas forcément ça relevait pas de leur rôle. Donc là, on a pu encore discuter longuement plusieurs fois. Et puis finalement, ça s'est mis en place. Nous avons débuté en avril dernier. Alors voilà, la proposition d'organisation du guichet unique telle qu'elle a été établie, c'était pour tous les patients reçus au sein d'EXAPA qui allaient expérimenter, tous les patients reçus pouvaient bénéficier d'une consultation guichet unique. La consultation guichet unique, elle est faite par un infirmier qui va d'abord faire un recueil de données, puis proposer le dépistage par l'électrode, une évaluation de la fibrose par le FibroScan, et l'ARS a insisté aussi sur la vérification du schéma vaccinal, notamment pour l'hépatite B. L'infirmier, vous allez voir, est présent dans toutes les étapes pour le patient qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette consultation, en fonction des résultats, l'infirmier peut disposer de prescriptions préétablies de bilan biologique et proposer un accompagnement physique aux patients pour aller au laboratoire. Dans nos XAPA, nous n'avons pas le droit de prélever pour le moment. Aller au laboratoire pour les patients, c'était un vrai frein. Les patients disaient ça va être compliqué, je n'ai pas de veine, je ne veux pas y aller, je n'ai pas fait de prise de sang depuis des années. Donc, de proposer cet accompagnement physique avec un soignant qu'ils connaissent, ça a bien simplifié et tous ont pu être accompagnés. Ensuite, après les résultats, la consultation médicale, donc soit dans le cadre d'un parcours complexe avec l'hépatologue, soit depuis l'ouverture à la prescription
avec un addictologue. Là encore, l'infirmier accompagne le patient, parfois physiquement, jusqu'à la prescription d'antiviraux, où là encore, j'accompagne pour les patients les plus fragiles jusqu'à la pharmacie pour les dispensations. Nous pouvons aussi faire de la dispensation au sein d'Exapa de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Alors moi, j'ai mis en place un outil très simple qui est un pilulier. J'ai commencé avec cet outil avec un patient qui était schizophrène et pour qui c'était vraiment compliqué. Je lui ai proposé cet outil, il a adhéré et puis finalement, je l'ai proposé à tous. Alors, tous s'en sont saisis. C'est juste pour 2 ou 3 mois et je pense que c'est quand même un outil qui rassure et qui améliore l'observance. Voilà, donc simplement pour insister quand même sur toutes ces étapes-là avec la présence de l'infirmier. Je voulais donner un exemple aussi encore sur ce patient schizophrène. Quand on a fait son diagnostic d'hépatite C et que sa charge virale était positive, c'est un patient usagé de drogue, à la rue, pour qui on s'est dit que ça allait vraiment être compliqué de l'observance au traitement, enfin d'avoir ce patient tous les jours au XAPA. C'est un patient un peu violent aussi. Et puis on s'est dit qu'il fallait aussi le traiter quand même. Ça a été un vrai défi. Donc je ne l'ai pas lâché. On l'a appelé, on l'a cherché dans la rue quand il ne venait pas. Enfin, toute l'équipe s'est vraiment investie. Il est guéri désormais. Et puis ce patient, à l'issue, lorsqu'il a eu ses papiers de charge virale indétectable, il était tellement content qu'il ait décidé de faire une cure. Enfin voilà, ça a engendré quelque chose d'autre. J'en parle un peu après, mais je voulais donner cet exemple. Alors, l'expérimentation à 6 mois, donc ce sont les chiffres à mi-parcours qu'on a eu le mois dernier. Donc, c'est 200 patients dépistés depuis début avril 2019, 222 TROD, 113 VHC, 99 VIH et 16 positifs au VHC. Donc, on voit que la prévalence est quand même de 8%. Nous avons fait les TROD sur des patients pas forcément injecteurs. On a fait tout public suivi en XAPA. Donc, quand même, la prévalence en Bretagne est en dessous de 1% dans la population générale, mais finalement, on se rend compte que quand on cherche, on en trouve. 180 fibroscans réalisés, 26 supérieurs à 10 kPa, 14 hépatites C sont en cours de traitement. 6 découvertes de cirrhose, des fibroses évoluées, une prise en charge d'une hépatite alcoolique aiguë grave, et puis l'utilisation des buvards. Alors, pour certains patients, même accompagnés, aller au laboratoire, c'était impossible. Donc les buvards n'étaient pas dans l'expérimentation, mais on a décidé quand même de faire appel à cet outil pour les gens pour qui c'était vraiment difficile. Et puis les accompagnements. Alors, le guichet unique, je dirais que c'est vraiment une relation privilégiée avec le patient, parce que c'est un accompagnement renforcé dans toutes les étapes du dépistage à la guérison. Pour l'infirmier, pour moi, participer en tant qu'acteur de soins à l'élimination d'une maladie virale potentiellement mortelle et transmissible, moi, je trouve ça, en tant que soignant, je trouve ça gratifiant. Et puis d'annoncer conjointement avec le médecin un patient qui les guérit. Voilà, moi je trouve que c'est gratifiant. Participer à la guérison des patients aussi, parce que comme je vous disais, pour beaucoup d'entre eux, c'est un vrai tremplin dans un accès aux soins. Pouvoir proposer un dépistage, un traitement et puis une guérison. Quand les patients reçoivent leur bilan avec la charge virale indétectable, ils décident de continuer à prendre soin d'eux. Moi, j'ai vu des patients retourner, décider de faire une cure, décider d'aller voir le dentiste, d'aller voir l'ophtalmo, autant de choses qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. Apporter du corps aussi au XAPA, apporter j'ai pas passé. Du somatique, c'est redonner du sens au corps qui est parfois oublié ou maltraité dans la problématique addictive. C'est une vraie évolution, je trouve, un enrichissement du métier de soignant dans une structure d'addicto.
Et puis, c'est aussi renforcer les liens avec les médecins généralistes, les partenariats ville-hôpital, les XAPA, et les spécialistes de gastro, et les pharmacies et les laboratoires. Et je dirais pour conclure, mais plutôt pour continuer, donc le bénéfice de la guérison dans le projet de vie du patient, l'ouverture à la prescription qui est un gain de temps considérable, le parcours de soins simplifié. Notre expérimentation a pour vocation d'être déclinée aux autres XAPA de Breton, donc elle va être évaluée pour encore évoluer par la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci Yann pour cette belle présentation. Tu vois que tu peux le faire. Ouais, ça va. S'évaluer pour évoluer, ça c'est une belle devise qu'on fait nôtre. On a du temps pour les discussions avec la salle. Pour lancer le débat et vous laisser le temps de réfléchir, je voulais vous lancer à tous les deux une première question. On voit bien que vous êtes adaptés différemment et je crois que c'est ça le maître mot probablement d'Exapa aujourd'hui, c'est répondre à la question de l'hépatite C en s'adaptant avec nos possibilités locales. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes qui restent des freins. C'est l'évaluation de la fibrose qui peut bloquer dans le test en treat, dans l'aller vite. Il faut le fibroscan, ça prend du temps, ou il faut les tests non invasifs, etc. Ça peut être un frein. Et puis le deuxième frein pour aller dans le traitement simplifié, ça reste l'évaluation des comorbidités. Selon les recommandations, comment vous avez pu contourner ça ou comment vous faites avec ça dans vos pratiques quotidiennes? Alors pour l'évaluation du niveau de fibrose, c'est clair qu'on a cette intervention de Gaïa, mais qui finalement n'est qu'une fois tous les 3 mois pour chaque site, ce qui finalement oblige à un effort, à une discipline de canalisation des rendez-vous sur ce jour-là, qui est parfois un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on fait la démarche de pouvoir... alors on a le fibroscan qui est accessible à Cochin tous les matins avec un petit mot d'accompagnement mais sans rendez-vous, et d'acquérir un fibroscan qu'on va se partager entre XAPA pour pouvoir travailler plus efficacement sur des semaines de repérage où le maximum de personnes puissent passer. Mais là, pareil, c'est un investissement institutionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas juste avoir le fibroscan et basta. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible et qui exploite cette possibilité qui est quand même très riche et pas uniquement réservée à l'hépatite C, d'évaluer l'état du foie sur des choses qui sont silencieuses d'habitude. Donc c'est vraiment intéressant. Pour les comorbidités, alors nous, on est sur un site où il y a psychiatre, addictologue, enfin je veux dire dans l'équipe. Donc en dehors des problèmes somatiques aigus, je dirais, enfin insuffisance rénale, etc., on a des liens suffisants avec aussi les pathologies pour pouvoir essayer de régler au plus vite ces problématiques. Ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a des cumuls de problématiques. Des gens qui ont des problèmes sévères d'alcool, mais en plus des troubles psy, avec un antécédent de traitement de l'hépatite, du VIH. Là, effectivement, là, ça devient compliqué. Et c'est pour ces situations-là, justement, que l'intervention de l'hépatologue sur place est vraiment bénéfique, parce qu'on peut tout régler en un temps avec l'avis du spécialiste qui dénoue ce qui pourrait poser problème. Pour le reste, bon, on suit les recommandations de la FEF, évidemment, mais il ne faut pas que ça soit un obstacle non plus. Je sais qu'on parle souvent des problématiques alcool, c'est notre corps de métier de nous occuper de ça dans le XAPA. De la même manière pour les troubles psy, même avec l'interféron, on récusait personne. Donc je pense que là, bon, on peut travailler là-dessus, quoi. Nous, sur les comorbidités, alors j'ai un hépatologue assez réactif, donc par mail, dès qu'on a un doute, il répond. On s'en tient aussi aux recommandations, c'est l'insuffisance rénale particulièrement, et puis les patients cirrhotiques. Au sein de notre XAPA, les comorbidités psychiatriques, j'ai parlé tout à l'heure du patient schizophrène, et ce ne sont pas, on ne les prend pas comme une contre-indication. Au contraire, l'alcool non plus. Donc on traite systématiquement ces patients-là. Nous, sur les comorbidités, c'est l'insuffisance rénale, les co-infections et les cirrhoses. Et quand on a vraiment un doute, on a l'hépatologue en direct au téléphone ou sur place.
Donc en fait, vous avez contourné les freins. Enfin, vous nous dites, c'est pas des freins aujourd'hui, on peut le faire et on peut s'adapter. Oui. On voit bien qu'il y a un certain nombre de XAPA aujourd'hui en France ou de structures où on sort la question des comorbidités ou de l'évaluation de la fibrose pour dire, bah, la preuve, on ne pourra pas y arriver, quoi. Mais vous êtes tous les deux la preuve que la structure peut s'adapter avec ses moyens locaux pour faire. Des questions dans la salle ? Oui, bonjour, merci pour ces présentations. En parlant de freins, je travaille dans un XAPA et un CARUD à Montpellier et on a la chance d'être bien doté avec un FibroScan, un GeneXpert, avoir les buvards, avoir les TROD. Souvent, le frein qu'on va rencontrer, et je vois comment c'est monté ce guichet d'hépatopathie, on a un public précaire, parfois demandeur d'asile, avec souvent un retard à l'obtention des droits. Et quand je vois des examens en laboratoire, quand je vois parfois le traitement, souvent notre frein sur ces patients qu'on perd assez rapidement, hein, on voit après le statut, obtenir le patient qui revient pour le traitement, c'est souvent ce temps-là qui va nous freiner. Comment vous avez fait pour discuter avec les services partenaires, surtout de la sécurité sociale, pour essayer d'avoir une obtention plus rapide des droits quand on voit maintenant comment c'est difficile d'obtenir l'AME, c'est une grande question pour nous en tout cas. Les problèmes sociaux seraient de vraies comorbidités. On n'a pas beaucoup de patients migrants à Lorient, en tout cas. Il faut les envoyer à Lorient, alors. Ouais. Enfin, j'ai pas souvenir d'exemples comme ça pour qui l'ouverture des droits ait été un vrai frein. Moi, dans mon expérience, parce que vous perdez les patients le temps qu'il y ait l'ouverture des droits, c'est ça? Et ils vont où? Si je savais où vous allez, ils ne seraient pas perdus de vue. Ouais, je les aurais. Mais c'est comme le rendu de résultat buvard, c'est-à-dire parfois, nous, on va faire plutôt le TROD ou le GeneXpert. Enfin, on va essayer de raccourcir ce temps du résultat parce qu'on sait qu'un patient va être vite perdu de vue, même si on arrive à avoir le dépistage. Parfois, ce temps de latence, c'est un public migrant qui parfois va ailleurs, donc ça fait des pertes de vue. Laurent ? Oui, pour nous, c'est un vrai problème. Alors, on a un peu plus de migrants. Il y a eu une période bénie où il y avait les essais thérapeutiques avec les nouvelles molécules, et là, il y a un certain nombre de patients qui ont bénéficié de ça, parce que là, du coup, ça ne rentrait plus en ligne de compte. Mais par contre, on a la même difficulté pour avoir les AME, et effectivement, on ne peut pas initier clairement un traitement. Donc ça reste une problématique pour nous, quoi. Oui, merci pour vos interventions. J'avais une question. Donc, je viens de Bruxelles et nous avons des difficultés en fait à mobiliser les comptoirs. On appelle ça le comptoir d'échange de seringues où en fait il y a assez peu de dépistage qui est fait. Donc, je voulais vous demander, vous, comment sont mobilisés dans les CARUD et quelle est la pratique du dépistage en France dans les CARUD par rapport au XAPA? Comment c'est implémenté? Nous, le dépistage, en tout cas au CARUD de Lorient, il peut être fait à n'importe quel moment. C'est-à-dire que tant que les infirmiers formés au TROD sont sur place, enfin toute l'équipe du CARUD est formée au TROD, nos usages, il y a des affiches pour signaler que le dépistage des hépatites et du VIH peut être fait à n'importe quel moment. Donc ils demandent de façon spontanée, alors parfois on leur en parle, hein, en fonction aussi des pratiques d'injection et des prises de risques, mais systématiquement ils nous demandent et eux-mêmes en fait, j'allais dire, se dépistent régulièrement, quasiment tous les 6 mois, nos injecteurs de drogue actifs se dépistent. Parfois même ils demandent tous les 15 jours. Donc on leur dit qu'il faut attendre un peu, mais en tout cas de façon systématique, nous c'est proposé au CARUD de Lorient. En revanche, au XAPA, c'est sur rendez-vous.
Alors nous, on n'est pas Carude, mais juste pour vous donner une anecdote, Gaïa qui intervient chez nous, qui fait les TROD et qui amène le FibroScan mobile, est Carude. Et donc eux, ils ont une activité, je pense, très importante avec ça. Bon, il y a d'autres Carudes qui sont ici. Il y a Novadonna avec Mustapha avec qui on travaille activement là-dessus, qui pourrait répondre aussi. Mais je pense qu'il y a une dynamique. Après, c'est la question des TROD. Et la question des TROD, elle pose il y a pu y avoir des freins, je dirais, à travers les formations qui sont certainement très utiles et nécessaires, mais qui ont pu, à un moment donné, représenter un frein pour un certain nombre de structures. Et puis, c'est pas la même chose d'annoncer, d'être dans la perspective d'annoncer une sérologie VHC+ et VIH+. Et ça aussi, ça peut être compliqué à gérer au niveau institutionnel. Il faut qu'il y ait un circuit qui soit bien organisé. Alors effectivement, pour répondre à nos amis belges, sans rentrer dans le débat, on voit bien que les programmes d'échange de seringues, et on voit bien dans les congrès internationaux d'addicto comment c'est compliqué, parce qu'en France, on a voulu que les Carudes, et c'est dans leur ordre de mission, de faire du dépistage. C'est inscrit très, très fort dans leurs priorités. D'autres pays sont uniquement dans les programmes d'échange de seringues et ne sont pas l'espace où on va faire le dépistage. On a la chance en France que les deux soient au même endroit. Je pense que ça change les choses, et je pense que tous les programmes d'échange de seringues, c'était des recommandations de l'OMS, devraient s'approprier le dépistage, voire même la vaccination. Et on se rend bien compte dans les formations, comme tu le disais Laurent, je pense que Yann a cette expérience-là aussi, qu'annoncer une hépatite C pour une guérison potentielle, c'est entre guillemets relativement aisé, et les infirmiers peuvent se l'approprier relativement facilement. C'est plus compliqué de s'approprier l'annonce d'un VIH qui aujourd'hui a toujours une représentation de maladie chronique non guérissable. C'est ton expérience aussi? Ah oui, absolument. C'est-à-dire que je trouve que pour les soignants que j'ai pu rencontrer, ils ont une vraie appréhension à faire un TROD VIH parce qu'ils ont peur d'une annonce de séropositivité, alors que pour une hépatite C, on va leur annoncer qu'on va les guérir. Donc, pour un VIH, on va leur annoncer qu'ils vont avoir un traitement toute leur vie avec un suivi. Donc, c'est un vrai frein que j'ai pu constater. Pour les usagers, je me posais la question, était-ce un frein de proposer le double, enfin le combiné test VIH et VHC? Moi, dans mon expérience, d'emblée, je propose le VHC. Au cours de l'entretien, je vois comment est le patient et j'évalue et je peux proposer le test VIH. Mais quand on leur propose le guichet unique, c'est guichet unique hépatopathie, TROD, hépatite C et FibroScan. Et puis au cours de l'entretien, en fonction du profil, j'allais dire, du patient, je vois si je peux proposer le VIH. Mais je ne le fais pas de façon systématique. Alors, si je reprends tes mots, là où les autorités nous disent aujourd'hui on devrait réfléchir à un triple dépistage BC, VIH au moins une fois au cours de sa vie, ton expérience, c'est que l'usager, c'est un frein du côté de l'usager et du côté aussi de nos représentations de faire le VIH dans nos structures. C'est un constat, oui. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, que lorsqu'on proposait ça en amont aux usagers, ils venaient pas, ou peu, ou moins, aux consultations. D'accord, donc c'est encore un frein à lever pour les professionnels comme pour les usagers, il y a encore de l'information à donner. Des questions dans la salle ? Allez, moi je vais vous poser une question à tous les deux. Vous savez qu'il y a le congrès des hépatologues en ce moment à la FEF à Marseille, donc je vais en profiter qu'ils ne sont pas dans la salle, ou très peu. On entend un certain nombre de chefs de service d'hépato aujourd'hui qui s'étaient mobilisés du temps de l'interféron et qui avaient mis à disposition du temps médical, de dire aujourd'hui le traitement simplifié fait que l'Exapa et les structures addictologiques peuvent se saisir eux-mêmes de la mise en route du traitement qui peut être fait par un addictologue. Et donc il y a certains hépatologues certains chefs de service disent on manque de bras à l'hôpital, donc la consultation avancée, on arrête, ils n'ont plus besoin de nous, vous rentrez à la maison pour bosser. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous pensez qu'on peut abandonner les consultations d'hépato? Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'arc-bouter que tous les Exapa ici présents doivent se battre pour garder leurs consultations d'hépato?
Moi, je pense qu'il faut conserver la présence des hépatologues dans l'Exapa. C'est toujours enrichissant d'avoir un avis d'un médecin spécialiste du foie lorsqu'on suit des patients dépendants d'alcool. Et puis aussi, dans le cas des hépatites virales, d'avoir ce regard du spécialiste hépato. C'est toujours un plus. Moi, je pense que leur présence, elle est souhaitable. Oui, moi je disais que c'est le contraire qui s'est passé. C'est à partir du moment où il y a eu l'ouverture des prescriptions qu'on a un hépatologue qui est venu au XAPA. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est parce que la démarche était tellement simplifiée. Avant, il fallait faire le dépistage, puis l'ARN, puis le bilan hépatique, puis la consultation hépato, puis etc., etc. Maintenant, on peut shunter la plupart des étapes. Reste plus, je dirais, ce qui pose problème pour nous, c'est le bilan sanguin pour éliminer certaines comorbidités. Donc, du coup, on a envie de régler toutes les situations plus facilement. Et on a fait le constat il n'y a pas longtemps, c'est avec cette intervention de l'hépatologue au XAPA qu'on a pu régler les dernières situations. Enfin, je ne dis pas qu'on a traité tout le monde, hein, loin de là, mais des situations qui traînaient depuis un sacré bout de temps, qu'on n'arrivait pas du tout à résoudre. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à les résoudre en les faisant intervenir sur place. Donc je pense que ça a encore sa fonction, peut-être pas avec la même perspective qu'avant, mais ça a encore complètement sa fonction. Ok. Donc accrocher les pathologues au radiateur au fond du XAPA, c'est important. Des questions dans la salle? Oui, devant là. Karima Kouba, médecin addictologue en région toulousaine. Donc c'est une question plutôt pour vous, pour SOS hépatite. Je voulais savoir s'il y avait des cas répertoriés d'hépatite C chronique avec une guérison spontanée. Alors oui, quand on se contamine de l'hépatite C, il y a 30% de guérison spontanée. Ça, les hépatologues connaissent bien la question, mais c'est des gens qui ont quand même pris des risques, qui se sont exposés, qui se sont contaminés, qui ont guéri spontanément. Mais au niveau chronique, c'est-à-dire quand on a constaté l'hépatite C active pendant des années, au-delà de 6 mois, et pendant des années, qu'il y ait une guérison spontanée, est-ce qu'il y a des cas? Parce que moi, j'ai eu un cas parmi mes patients, et je voulais savoir s'il y en avait d'autres. En fait, au-delà des 6 mois. Hein, au-delà des 6 mois. Donc, c'est des gens qui ont été posés chroniques et qui seraient guéris spontanément au-delà des 6 mois. Tout à fait, sans traitement. Alors, il faut publier parce qu'à ma connaissance, ça n'a pas été décrit. D'accord. D'autres questions avant qu'on conclue? Il n'y a pas de questions. Il me reste à remercier les deux orateurs pour leur intervention, à remercier les gens de Gilead. Merci beaucoup. Donc vous avez vu qu'il y a des XAPA où c'est possible, que ce soit à Paris ou en province. Là où il y a une volonté des hommes, il y a une volonté de pouvoir faire les choses. L'hépatite C, c'est un formidable outil. Je pense qu'on le répétera jamais assez. L'élimination, elle est possible. C'est un outil pour modifier nos pratiques professionnelles, pour revenir à faire parler le corps et à revenir dans des XAPA qui parfois étaient partis trop dans l'addicto ou trop dans la psychiatrie. C'est revenir à des choses pratiques du somatique, faire revenir des somaticiens, recréer des liens avec les hôpitaux. Et j'ai envie de dire, pour parodier un ancien président, we can do it. Il faut le faire à partir d'aujourd'hui, mais ça fait juste 20 ans qu'on dit que c'est aujourd'hui qu'on le fait. Mais je suis sûr que demain, on va y arriver. Merci à tous.